Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est le 26e rendez-vous de la Société française des urbanistes. On entame un petit cycle en fait sur les mobilités. Le prochain rendez-vous portera sur les tramways à la française. Et il m'a semblé intéressant de commencer ce cycle par ce sujet de la décarbonation, qui est un très vaste sujet évidemment. Je vais essayer de le résumer en 5 grandes parties. Quelques notions sur ce que c'est que le carbone quand même. Ensuite, on va parler des émissions dues aux mobilités. Ensuite, on va glisser sur le rôle des urbanistes, le rôle qu'ils jouent et qu'ils doivent jouer dans la décarbonation des mobilités. Je ferai un petit tour par le portrait de 4 ou 5 grands urbanistes qui ont impacté l'imaginaire ou même la façon dont on traite les mobilités. Et puis je finirai par quelques conseils en fait à destination des urbanistes qui veulent travailler sur les mobilités. Ces conseils étant évidemment le tremplin vers notre débat qui suivra. Voilà. Avant tout, quelques petites notions. Voilà, le carbone, en fin de compte, c'est quoi? C'est quelque chose qui est présent dans l'atmosphère et qui, en fait, est responsable d'un effet de serre qui, donc, occasionne le réchauffement climatique. Ici, vous avez un petit schéma qui sort d'un petit rapport scientifique assez récent qui montre que dans l'atmosphère, en fait, en 1750, il y avait à peu près 2000 gigatonnes de CO2. Gigatonnes, c'est des milliards. Donc, 2000 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Ça, c'est le régime, on va dire, un petit peu naturel de la composition de l'atmosphère. Et depuis 1750, donc, on a rajouté 1000 gigatonnes, donc à peu près la moitié de plus, dans l'atmosphère. Donc ça, c'est la libération des énergies fossiles, en grande partie. On voit après que le cycle finalement du CO2 sur la planète, il échange beaucoup avec les océans, qui sont aussi des stocks de CO2, qu'il y a beaucoup encore de réserves d'énergie fossile dans nos sous-sols. Il y avait à peu près 3400 gigatonnes de CO2 en 1750 et on en a pris, on en a déjà pris, je dirais, à peu près 1600 gigatonnes. Donc voilà, il reste plus de la moitié en fait d'énergie fossile dans les sols. Et tout ça donc fait dire à Elon Musk, que tout le monde connaît et qui nous fait parfois bien rigoler avec ses citations, mais celle-là était assez pertinente. Voilà, il a dit il y a plus de 10 ans, la combustion des ressources fossiles était de loin l'expérience la plus stupide de l'histoire. Et donc, on va voir un petit peu dans le détail pourquoi. Alors d'abord, quand on parle de gaz à effet de serre, il n'y a pas que le carbone. Et puis, un gaz à effet de serre, c'est d'abord le carbone, en fait, c'est le gaz de référence. Dans l'effet de serre, en fait, il y a un premier gaz qui est beaucoup plus important que le carbone, c'est la vapeur d'eau. Mais la vapeur d'eau, finalement, est dans un régime naturel qui est assez stable. Par contre, après la vapeur d'eau, il y a le carbone. Mais le carbone n'est pas le seul gaz, le CO2 n'est pas le seul gaz qui provoque des effets de serre, qui provoque le changement climatique. Il y a aussi tout un tas d'autres gaz. Et ces gaz, en fait, par rapport, si on dit que le carbone, il a un taux, un impact sur le réchauffement climatique de 1, les autres gaz, en fait, ils ont des impacts parfois plus gros, plus forts ou moindres. Alors déjà, il y a la durée de vie. Le carbone, en fait, il est pérenne pendant plusieurs milliers d'années. C'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a envoyé dans l'atmosphère, il y reste pendant plusieurs, même dizaines de milliers d'années. Donc, pour revenir à la diapo d'avant, les 1000 gigatonnes supplémentaires, ils sont là pour très, très, très longtemps. Et puis après, il y a d'autres gaz donc, qui ont des durées de vie moindres. Donc, il y a le méthane qui a une durée de vie de 12 ans dans l'atmosphère, mais qui a un pouvoir de réchauffement climatique de 25, c'est-à-dire il est 25 fois plus impactant que le CO2 sur l'effet de serre. Ensuite, on a des protoxydes d'azote. Alors, j'ai noté quelques. Je suis quand même pas chimiste, mais pour résumer, le méthane. En fait, tous ces gaz ne sont pas concernés par les mobilités.
Le méthane, c'est plutôt tout ce qui est décomposition, élevage, etc. Le protoxyde d'azote, on le trouve dans les... C'est pour anesthésier. Quand vous faites une anesthésie, on vous injecte en fait du protoxyde d'azote. C'est aussi un euphorisant qui sert parfois de drogue, hein. Voilà, donc lui, il a une durée de vie de 114 ans. Il a un pouvoir sur le réchauffement climatique de 300 à peu près par rapport au CO2. On a les hydrofluorocarbures. Donc eux, c'est ce que vous trouvez dans votre réfrigérateur. Voilà, donc eux, ils ont une durée de vie de 270 ans. On a les perfluorocarbures qui, eux, sont des anti-adhésifs. C'est ce que vous trouvez en général sur votre poêle à frire. Donc eux, ils ont une durée de vie de 50 000 ans. Ils ont un pouvoir sur le réchauffement très très fort. Et puis le hexafluorure de soufre, lui, il a une durée de vie de 200 ans à peu près, mais il a un très 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 fort pouvoir sur le changement climatique. Lui, on le trouve par exemple dans les échographies, pour faire des échographies. Donc voilà, tout ça pour dire que pourquoi est-ce qu'on parle de CO2? En général, on parle en fait d'équivalent CO2, parce que les autres gaz, finalement, on les ramène à des équivalences de CO2, parce qu'ils sont quand même en deuxième position par rapport au CO2, même si le méthane, on suppose, contribue pour un tiers dans le réchauffement climatique. Voilà. Et puis les petits schémas à droite, donc on voit que, et là on va commencer à faire petit à petit des liens avec l'urbanisme. On voit que en fait, depuis 2011, sur 10 ans, 2011-2021, l'essentiel de la production de CO2, c'est la combustion d'énergie fossile et la production de ciment. Donc aujourd'hui, c'est sur l'aspect production d'énergie fossile qu'on va se focaliser, puisque c'est ce qui fait fonctionner les mobilités. Mais on voit aussi qu'il y a le changement d'occupation des sols qui compte pour beaucoup. Et à mon sens, mobilité et occupation des sols, c'est très lié. Et puis ensuite, on voit qu'il y a eu aussi une croissance quand même du captage du carbone par les réservoirs naturels terrestres, hein, qui sont donc les puits de carbone ou les arbres, hein. Voilà, la bonne nouvelle quand même, c'est qu'il y a de plus en plus d'arbres sur la planète. Mais bon, ce qu'on voit, c'est que le bilan entre les réservoirs et les émissions n'est pas stabilisé, hein. On est toujours en faveur des émissions. Et la courbe que vous voyez tout en bas, elle est exprimée en parties par million. C'est en fait la concentration du CO2 qu'on a dans l'atmosphère. On voit de 1984 à 2022. Et puis on voit le petit trait noir. En fait, c'est la marge qui nous reste pour éviter un réchauffement supérieur à 2 degrés. Vous trouverez tout ça en détail, évidemment, dans les rapports du GIEC qui détaillent tout ça. Donc voilà quelques notions sur les gaz à effet de serre. Je ne vais pas parler non plus aujourd'hui des autres gaz émis par les mobilités. Il y a souvent beaucoup de confusion, mais les mobilités émettent aussi des gaz qu'on appelle plutôt des polluants. Donc ils n'ont aucun effet sur le changement climatique, mais ils ont beaucoup d'effets, certains, sur notre santé. Donc voilà, les oxydes d'azote, hein, eux, ils contribuent aussi à déstabiliser la couche d'ozone, mais ils contribuent surtout à flinguer nos poumons. Les hydrocarbures non brûlés, c'est tous les résidus qui provoquent aussi les smogs, les fameux smogs dans certaines grandes villes, et puis les maladies respiratoires. Le monoxyde de carbone, lui, il est très puissant, hein, vous savez, il y a toujours la légende des gens enfin la légende qui était vraie dans le passé, des gens qui perçaient des poches de gaz par exemple dans les chais, quand il y avait le mou du raisin qui était en fermentation et qui perçait des poches de monoxyde de carbone et qui décédaient instantanément. Donc c'est très très puissant sur la santé. Les particules fines qu'on trouve un petit peu partout dans les villes, et puis les composés organiques volatiles. Tout ça, ce sont des polluants qui influent directement sur la santé. Je vous invite à revoir, si vous voulez en savoir plus, le rendez-vous de la SFU qu'on avait fait sur urbanisme et santé, qui avait évoqué ces sujets-là. Nous, on va parler aujourd'hui des émissions et du réchauffement climatique. Donc d'abord, si on commence à travailler un petit peu par géographie, ce qu'on voit, c'est que l'Union européenne, qui est ici en bleu, finalement, si on prend à l'échelle du monde, a un impact extrêmement faible. Enfin, elle a un impact, bien évidemment, mais les gros consommateurs
émetteur de CO2, ce n'est pas l'Union européenne, hein, c'est normal, c'est un peu proportionnel à la population. C'est plutôt le reste du monde et la Chine aussi qui est en très forte croissance. Ce qu'il faut juste voir, c'est qu'aujourd'hui, vous voyez, on est à peu près à 40 gigatonnes d'émissions par an. Ce 40, il va nous suivre un petit peu tout au long de l'exposé, puisque voilà, c'est un peu la référence pour passer dans le régime de décarbonation. Donc ça, c'est un peu le bilan des émissions de CO2 à l'échelle du monde. Et puis, il y a deux façons de voir les choses. Donc, il y a les émissions brutes. Là, vous avez quelques zones géographiques. Donc, on voit la courbe jaune, par exemple, de la Chine, qui est effectivement en très, très forte croissance. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi de voir les émissions de CO2 par personne, qui est le graphe de droite. Et ce qu'on voit, c'est que, en tout cas, en Europe qui est en rouge, au Japon qui est en bleu foncé, voire aux États-Unis qui est la courbe tout en haut, les émissions par personne baissent même pas mal. On voit aussi que la Chine, même si la croissance est très forte à l'échelle du monde en émissions brutes, parce que c'est normal, ils sont plus d'1 milliard, en fait, ramené à la personne, finalement, les Chinois, KNK, se stabilisent avec une une émission de carbone par personne qui est aujourd'hui légèrement supérieure aux Européens. Le croisement s'est fait en fait en 2010, où un Chinois émettait autant qu'un Européen, on va dire. Et puis, on a l'Inde qui est la courbe tout en bas, qui, malgré le fait que ça va devenir le pays le plus peuplé du monde, stabilise ses émissions. Mais là, on est plutôt, l'explication, c'est plutôt que c'est un pays encore très pauvre, qui finalement a un mode de vie encore relativement précaire. Donc voilà quelques notions à avoir en tête quand on parle de mobilité. Et puis ça, ce sont les objectifs. Hein. Donc les objectifs, c'est les objectifs partagés. Hein. C'est les accords de Paris, 190 pays. Donc voilà, tout le monde est sur cette feuille de route. Donc on voit que l'objectif, c'est qu'en 2050, il n'y ait plus d'émissions, voire qu'elles soient négatives, avec des puits de carbone qui commencent à avaler le carbone qu'on a déjà injecté dans l'atmosphère, et comme j'ai dit, qui va rester là plusieurs milliers d'années. Et on voit en fait les quatre gros postes, hein. Donc l'industrie en bas, l'énergie au milieu. Là aussi, je vous invite à revisionner le rendez-vous qu'avait organisé Bruno sur les énergies renouvelables, qui traite aussi de ces sujets-là. On a toute l'activité de la construction, buildings, qui est pas négligeable. Et puis on a les transports, donc qui sont tout en haut. Et on voit donc que l'objectif sur les transports, c'est de passer à peu près de un tiers, un quart des émissions de CO2, de la totalité des CO2 aujourd'hui, à zéro en 2050. Voilà, donc ça c'est un peu les grandes, à grands coups de serpe. Hein, voilà, il ne s'agit pas de faire un cours sur le carbone, c'est quand même assez compliqué, mais j'ai essayé quand même de puiser à droite à gauche les informations essentielles. Vous me direz dans le débat si ça vous a un petit peu éclairé ou fixé un petit peu les idées. Alors, on va passer à la deuxième partie qui est maintenant de se focaliser un peu plus sur les mobilités. Alors, comme je le disais, les mobilités, c'est une partie des émissions de carbone. Et on voit que cette partie, elle a un poids qui diffère selon les régions. Donc, en Chine, par exemple, les transports sont responsables pour 8% des émissions totales de gaz à effet de serre, de CO2. Aux États-Unis, c'est 31%. En Europe, c'est 28%. Bon, on va dire que c'est 30%, à peu près un tiers, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. C'est pour ça que, par exemple, en Chine, finalement, la décarbonation des transports est peut-être moins prioritaire que chez nous, même s'il y a beaucoup d'actions pour le faire. On voit aussi qu'en Chine, les transports, c'est 1,1 milliard de tonnes de CO2. En Europe, c'est 0,8. Aux États-Unis, c'est 1,9.
Donc voilà, la Chine n'est pas non est peut-être enfin même certainement le plus grand émetteur de CO2 du monde, mais en termes de mobilité, c'est pas le cas. C'est plutôt les États-Unis. Voilà. Et après, dans les mobilités, on voit qu'il y a bon, deux gros postes, hein, qui sont les véhicules légers, et puis ensuite les camions et les bus. Donc, moitié-moitié, on va dire, en Chine, deux tiers, un tiers aux États-Unis, trois quarts, un quart, on va dire, pour aller vite, en Europe. Donc ça, c'est un peu le premier enseignement quand on parle de décarbonation des mobilités. Il ne faut jamais oublier qu'il y a la mobilité des personnes, mais également la mobilité des marchandises. Et donc, travailler aussi sur les deux sujets en même temps. Maintenant, donc, on va aller un petit peu regarder, on va se rapprocher de l'Europe, hein, petit à petit, puis après de la France, hein. Et on va aller regarder finalement, pour la France en tout cas, pourquoi les gens se déplacent. Alors d'abord, ce que vous avez sur cette diapositive, hein, à gauche, c'est l'empreinte carbone d'un Français. Donc un Français, grosso modo, il émet 9 à 10 tonnes de carbone par an. Et dans ces 9 à 10 tonnes de carbone par an, il a un poste qui c'est les transports, qui est le gros poste rouge en haut à gauche, qui pèse à peu près pour un quart. Donc dans ce gros poste rouge, on trouve la voiture, l'avion et les autres. Les autres, ça peut être la moto, ça peut être le train tant qu'il est thermique, etc., etc. Donc ça, c'est déjà peut-être quelque chose à avoir en tête, c'est que la décarbonation des mobilités pour un Français et un Européen, on va dire, hein, au sens large, c'est quand même un quart du problème du réchauffement climatique. Et quand on essaye de comprendre qui sont les Français et comment est-ce qu'ils participent à cette émission, les petits schémas que vous avez là, c'est quelques enquêtes. Alors, la première enquête au milieu, c'est par zone géographique. Ce qu'il faut lire, c'est que 38% des Français habitent à peu près enfin, dans des grands centres urbains. Et ces 38%, en fait, participent à 24% de l'émission de CO2 liée aux mobilités en France. Au milieu, vous avez 28% qui sont dans des communes de densité intermédiaire et qui émettent 28%. Donc là, c'est très corrélé. Et puis, les communes rurales. Donc, les communes rurales, c'est à peu près un tiers aussi des Français. Et ce tiers-là émet, quant à lui, 48%, presque la moitié de la totalité de l'émission française pour les mobilités. Donc, ce qu'on voit, c'est petit à petit, je vais dire la palissade, hein, mais c'est intéressant de les vérifier dans les chiffres. C'est que plus on est dans des milieux ruraux, finalement, plus par personne on émet du CO2 pour se déplacer, ce qui n'est pas surprenant puisque plus on est dans des communes peu denses, plus on va loin en voiture. On y reviendra tout à l'heure. Donc ça, c'est une façon de regarder comment cette émission de CO2 s'effectue en France. Il y en a une autre qui concerne plutôt les longs voyages, donc les voyages supérieurs à 80 km. Hein. Là, je parlais que des voyages inférieurs à 80 km, on va dire les voyages du quotidien. Si on prend les voyages de plus longue distance, ce qu'on voit, c'est que finalement, plus on est riche, plus on émet. Et 25% des Français les plus aisés participent pour 45%, presque la moitié des émissions de gaz à effet de serre sur la totalité des émissions françaises en termes de mobilité de longue distance. Donc là aussi, c'est peut-être moins une lapalissade, mais bon, ça se comprend assez facilement. Plus on est riche, plus on voyage, plus on prend peut-être l'avion, et donc plus on participe à l'émission. Donc voilà, quelques chiffres, mais qui permettent déjà de voir, de commencer à travailler comme on le fait souvent en matière d'urbanisme. On peut travailler de façon géographique, on peut travailler par population, on peut travailler par type d'occupation du territoire. Et l'idée, c'est d'avoir quand même ces quelques notions bien en tête, hein, pour développer finalement derrière un urbanisme capable d'adresser la décarbonation des mobilités.
Alors, pour compléter un petit peu notre portefeuille de connaissances, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a une thèse qui est sortie en 2020, qui est incontournable et qu'on trouve très très facilement sur Internet. Donc, c'est la thèse d'Aurélien Bigot. Aurélien Bigot, c'est un polytechnicien qui a fait cette thèse sur les mobilités et la décarbonation des mobilités, avec, bon, évidemment, beaucoup d'analyses, mais des conclusions que j'ai essayé ici de résumer et qui sont assez importantes. Donc lui, il a regardé tout ce qui s'est passé en matière de mobilité en France depuis 1960. Il a mis en évidence plusieurs choses. La première chose, c'est qu'il y a jusqu'en 2017 une corrélation très forte entre la vitesse des déplacements, le nombre de kilomètres parcourus et les émissions. Le deuxième enseignement, c'est que ces trois variables, donc vitesse moyenne, nombre de kilomètres parcourus et émissions, ils sont passés par un maximum en 2000 et depuis, ça décroît. Ça décroît lentement, mais ça décroît. Donc, on est derrière, en fait, l'optimum, je dirais, de mobilité en termes de vitesse, de kilomètres, etc. Et on va voir que c'est vraiment un changement important de paradigme, en tout cas pour l'urbanisme. Le troisième enseignement, c'est que commence aujourd'hui un découplement très fort entre demande et émissions de CO2. Autrement dit, ben, ce n'est pas parce qu'on va se déplacer davantage à partir d'aujourd'hui qu'on va émettre davantage, ce qui était le cas jusqu'en 2017. Pourquoi? Parce que là, on est dans l'évolution des technologies et donc les véhicules émettant de moins en moins, voire pas du tout, et ben, finalement, la corrélation où on disait à chaque fois qu'on fait un kilomètre, on va émettre un peu plus de CO2, c'est terminé. Et ça change également énormément de choses. Et puis le quatrième enseignement, alors là, il faut rentrer dans le détail de la thèse, mais elle est très intéressante, c'est que quoi qu'on fasse, on, la technologie ne permettra pas de réussir la décarbonation des mobilités, en tout cas pas dans les temps que l'on s'est impartis, hein, avec le graphe tout à l'heure qui montrait la décroissance jusqu'en 2050, et qu'il faudra de toute façon coupler en fait une évolution technologique sur les moteurs, les sources d'énergie, et de la sobriété sur les nouvelles façons de se déplacer. Donc voilà, juste un petit graphique qui est issu de cette thèse, hein, que j'invite donc tous les urbanistes qui veulent travailler sur le sujet à lire en détail. Donc ce graphique, il montre par exemple depuis 1960 que en bleu, donc c'est plutôt la marche à pied. Donc elle a beaucoup décru jusqu'aux années 80 pour être remplacée par la voiture qui est en orange. Et ce passage en fait d'un mode de transport à l'autre, il s'est fait parce que la courbe de la vitesse, qui est la courbe en bleu, ou la courbe des kilomètres parcourus, qui est en rouge, a augmenté. Voilà. Et aujourd'hui, on voit que depuis les années 2000, les deux courbes stagnent à peu près, quoi, à quelque chose près. Donc voilà, il y a eu ce transfert massif d'un mode de mobilité à un autre jusqu'aux années 2000. Et depuis, ben, finalement, ça se stabilise. Et donc, c'est vraiment le moment aujourd'hui de travailler à la suite, parce qu'après la stabilisation, eh ben, on peut imaginer plein d'autres choses. Donc voilà quelques données objectives sur les mobilités. Et puis maintenant, donc, on va rentrer un petit peu sur la méthodologie de la décarbonation, parce que finalement, ici, vous avez un petit peu la formule qui est un peu la planche à outils de l'urbaniste pour raisonner finalement ces sujets de carbonation en termes de mobilité. Donc la décarbonation, enfin l'émission de CO2 finalement c'est d'abord une population. Bon, on a vu ses caractéristiques tout à l'heure, qui a une demande de transport. Donc déjà la demande de transport elle peut changer. Elle peut changer parce que, par exemple, on télétravaille. Elle peut changer parce qu'on a favorisé un urbanisme de proximité. Elle peut changer aussi parce que, ben, finalement, on a des événements familiaux. Donc, voilà, la demande de transport, c'est quelque chose qui, déjà, en termes d'urbanisme, peut appeler quelques idées.
Alors, une fois qu'on a une demande de transport, on peut la faire avec plusieurs moyens de transport. Donc, ça, c'est l'intermodalité. Là, il y a beaucoup d'actions aussi dont peut se saisir l'urbaniste pour orienter le report vers tel ou tel mode de transport. Donc, au prochain rendez-vous, on va parler des tramways à la française, qui est un outil. On va parler peut-être de la billettique. On va parler de la façon dont les gens peuvent choisir aussi leur transport en fonction de la météo. Donc, ce report modal, finalement, il a des traductions très culturelles, il peut avoir des traductions très temporelles, mais aussi des traductions spatiales, hein. Par exemple, quand on fait des parcs relais près des grands centres de transport collectif, eh ben, on participe au report modal. Voilà, donc c'est quelque chose aussi d'intéressant pour les urbanistes. Une fois qu'on a donc fait ce report modal, ben, il y a quand même des gens qui se retrouvent dans des voitures. On va voir tout à l'heure, enfin on l'a déjà vu dans la thèse de Aurélien, que la voiture est quand même le principal émetteur de CO2. Donc là, on a le sujet du remplissage, le remplissage de la voiture, donc le covoiturage, qui peut être encouragé de plusieurs façons. Donc, dernièrement, on a eu la prime de l'État de 100 euros pour covoiturer. On peut aussi imaginer des péages urbains qui restent gratuits pour les gens qui covoiturent. Voilà, il y a tout un tas d'outils aussi qui permettent d'essayer de favoriser le remplissage de la voiture. Et ensuite, on passe à des sujets qui touchent un peu moins à l'urbanisme, hein, mais qui touchent plutôt aux technologies des vecteurs de mobilité. Donc d'abord, on va toucher à l'efficacité énergétique des véhicules. Là, il peut y avoir quand même des notions d'urbanisme parce que, par exemple, on va pouvoir jouer sur les vitesses. L'idée, c'est de faire finalement le maximum de kilomètres avec le moins d'essence possible quand on est en essence. Donc, on peut travailler aussi sur ces sujets-là. Ensuite, on va travailler sur l'intensité carbone de l'énergie. Donc ben là, je vous renvoie aussi au rendez-vous de Bruno sur les énergies renouvelables en France. Et tout ça donc compose finalement la formule des émissions de carbone d'une mobilité. Et on enlèvera le puits carbone, qui est ben, le carbone qu'on peut stocker quelque part sur la planète. Alors là, on a mis un petit arbre, hein, juste au passage, je souligne que pour absorber les 10 tonnes de CO2 d'un Français aujourd'hui, les 10 tonnes globales, eh ben, il faudrait 400 arbres, 400 à 500 arbres. Donc c'est pour ça que même si c'est extrêmement intéressant, ne compter que sur les arbres est un peu un pari un petit peu vain pour absorber en tout cas la totalité du carbone qu'on émet aujourd'hui. Donc voilà la formule sur laquelle je me suis un peu appesanti parce qu'elle est essentielle finalement, elle détaille tous les outils que peut travailler un urbaniste. Voilà, alors je vais maintenant, j'en ai fini en fait avec les notions relatives à la carbonation des mobilités proprement dites. Et maintenant, je vais essayer de voir quel rôle peuvent jouer les urbanistes dans cette histoire de décarbonation. Donc d'abord, les urbanistes, quand on parle de mobilité, ils peuvent se saisir de quelques lois, quelques constats qui sont très utiles, je pense, dans l'aménagement de l'espace. Donc, par exemple, que le système, il est unique, hein, que les mobilités, en fait, c'est toujours une complémentarité entre plusieurs systèmes de transport. Donc, ne parler que de la route ou que du fer ou que du vélo ou que du piéton, ça n'a aucun sens, finalement. Il faut inventer des systèmes. L'effet papillon, c'est le fait que quand un point du réseau est atteint, finalement, il peut y avoir des effets dominos très importants à l'autre bout du réseau. Donc, c'est quelque chose, tout se tient, on va dire, et c'est intéressant à connaître. L'offre et la demande, donc l'offre a toujours agi sur la demande et inversement. Autrement dit, pendant longtemps, on a cru que quand on allait offrir de la capacité de transport supplémentaire, ben, les gens allaient gagner du temps. Et en fait, ils n'en ont jamais gagné. Ils sont simplement allés plus loin. Et donc, en fin de compte, il y a un effet boule de neige sur l'offre et la demande. Les capacités et les modes. Donc là aussi, c'est une relation à l'espace. En fait,
C'est l'espace qu'il faut pour écouler tant de personnes à telle vitesse. C'est intéressant parce que finalement, la capacité d'une infra dépend du mode de transport qu'il emprunte. Hein, ce n'est pas l'infra elle-même qui offre une capacité. Capacité et vitesse, il n'y a aucun lien entre la vitesse et la capacité d'une infrastructure. C'est même l'inverse. Plus on va vite, moins elle est capacitaire. Et puis la conjecture de Zahavi, c'est quelque chose d'intéressant qui a été donc constaté dans les années 70 et qui est une constante extrêmement intéressante parce qu'elle est mondiale. C'est que quel que soit ce qu'on fasse, ce qu'on a fait et ce qu'on fera, dans la très grande majorité des pays du monde, les gens mettent toujours entre 30 et 35 minutes pour aller travailler. Autrement dit, Zahavi a initié tous les travaux qui font la différence entre la mobilité et l'accessibilité. C'est-à-dire que finalement, on choisit son lieu de travail ou son lieu plutôt d'habitation en fonction de ce qui est accessible en une demi-heure. Et finalement, ce qui est accessible en une demi-heure, ça peut être à pied, en vélo, en voiture, en TGV, en avion. Mais à chaque fois, on veut avoir en accessibilité le même nombre d'aménités. Voilà, j'y reviendrai tout à l'heure parce que ça, c'est fondamental. Je pense qu'il y a très peu d'urbanistes qui travaillent et qui connaissent la conjecture de Zahavi. Le sujet d'aujourd'hui, c'est qu'elle est très vérifiée pour les domiciles travail et on se demande s'il y a des analogies avec les autres modes de mobilité, comme les loisirs, les courses, etc. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il y a une boîte à outils de l'urbaniste qui passe par quelques connaissances relativement simples, mais qu'il faut bien s'ordonner dans sa tête quand on veut parler et traiter des mobilités. Le sujet des mobilités douces, on l'a vu tout à l'heure, il concerne évidemment les déplacements de faible portée. Cependant, il est assez méconnu. Donc là, je vous invite à retrouver un article que j'avais écrit, qu'on trouve facilement sur Internet, qui s'appelle À pied ou à vélo, quand Paris marche, Amsterdam pédale, qui fait en fait la démonstration que les mobilités douces, elles sont très induite par l'intensité urbaine. Donc, on en avait un peu parlé aussi dans le rendez-vous qui s'appelait Densité-Intensité, que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube. Mais derrière tout ça, en fait, il y a des études assez importantes qui montrent que finalement, il y a des politiques publiques qui peuvent accroître la part modale du vélo ou celle du piéton, mais que finalement, c'est quand même très prédéterminé par la forme urbaine et les densités et les intensités, et donc par l'urbanisme. Et puis un autre sujet sur les mobilités douces, c'est que les mobilités douces ne sont pas synonymes d'embellissement. Donc l'embellissement, c'est un sujet qui revient à tous nos rendez-vous de la SFU et qui, j'espère, va bientôt devenir un sujet en soi. On va s'attacher à le travailler. Mais voilà, les mobilités douces, il faut faire attention parce que ça peut dégrader fortement l'espace public. Donc en ce moment, on a l'exemple de la rue de Rivoli, bon, qui n'était pas très feng shui quand il n'y avait que des voitures, mais qui n'est pas plus maintenant qu'il n'y a que des vélos. Donc, comment finalement arriver à rendre ces mobilités agréables et surtout belles pour la ville. Et comment y arriver? Ben là aussi, c'est là où les urbanistes, un petit peu à la française, peuvent rentrer en scène. D'abord parce qu'en France, on est les champions du monde de la marche à pied. Vous voyez là le score de Paris, 53% de part modale en marche à pied. C'est le record mondial absolu. Donc on est vraiment un pays où on vit finalement la marche à pied urbaine comme une réalité, en tout cas à Paris, mais si on voit le reste de l'Île-de-France, on est quand même sur des taux très très forts. Si on compare à Amsterdam, qui est la première colonne, qui est réputée pour ses mobilités douces, effectivement, Amsterdam est réputé pour ses vélos, mais en termes de piétons, est quand même beaucoup moins marchable, je dirais, que Paris. Et puis ensuite, on a la complémentarité avec les transports en commun, où là aussi, 34% de part modale pour les Parisiens, c'est pas loin du record du monde.
Et tout ça m'a appelé, en fait, dans ces rapports qu'il y a entre densité urbaine et type de mobilité, à me poser une question que je me la suis posée. Voilà, je vous la pose aussi parce que je ne l'ai pas encore vu adresser. C'est finalement de raisonner aussi le zéro artificialisation net en termes d'impact sur la mobilité. Parce que on n'a pas chiffré finalement ce que voudrait dire une densification des tissus déjà urbanisés en termes de changement de mobilité et donc d'impact sur les émissions de CO2. Voilà, c'est un sujet qui peut être intéressant. Voilà, tout ça pour dire qu'en termes d'aménagement, quand on parle de mobilité douce, il faut aussi inventer des nouveaux métiers. Donc on sait très bien, ici vous avez le parking à vélo de la gare d'Amsterdam. On sait bien que c'est un problème, hein, un gros problème, hein, qui est pas géré. Devant la gare de Copenhague, ils veulent stationner 40 000 vélos en ce moment, mais ils n'ont pas encore la solution. On voit que côté français, on y reviendra dans notre prochain rendez-vous, avec le tramway à la française, on a pacifié des pans entiers de villes et d'espaces publics en réinventant finalement cette réappropriation par la marche à pied, par des usages plus doux de l'espace public. Donc finalement, les mobilités, c'est un très très bon sujet, c'est un excellent sujet pour re-questionner l'espace public et savoir un petit peu comment est-ce qu'on peut mieux le partager. Et puis, il y a tout un pan d'évolution technologique qui arrive, hein, qui est en perpétuel mouvement, avec quelques interrogations. La première interrogation, c'est que finalement, il y a beaucoup de nouveaux vecteurs de mobilité qui apparaissent aujourd'hui, mais qui finalement ne font pas de grosses révolutions. Voilà, on a enfin, je ne sais pas vous, mais moi, par exemple, la première fois, il y a 25 ans, que j'ai vu un gyropode, hein, vous savez, c'est ces petites trottinettes à deux roues là, qui avancent toutes seules, je me suis dit, bon, ben voilà, c'est la fin de la voiture. Dans 20 ans, tout le monde sera en gyropode dans les villes. Ça a fait un flop complet. 5 ans après, quand j'ai vu les premiers Vélib, j'ai dit, bah, c'est quand même fantastique. Voilà, on a des vélos en libre service partout, c'est un truc de dingue. Bon, ça a pris, mais ça n'a pas révolutionné quoi que ce soit. Donc finalement, on est très droit dans nos bottes sur des modes de mobilité qui sont tous très anciens. Le vélo, la voiture, le bus, le métro, le tramway, voilà, autant de modes qui ont déjà plus de 100 ans d'existence. Et donc, ça m'interroge finalement sur le fait qu'on s'est installé dans un mode de mobilité qui est très pérenne, alors qu'il est lui-même en pleine révolution. Voilà, donc est-ce que ça va craquer un jour? Est-ce que ça va changer? Je n'en sais rien. Et puis, je voulais dire un petit mot donc, sur les distances de 20 à 80 km, qui est le gros paquet en fait des émissions d'aujourd'hui. Donc, ce sont des gens finalement qui habitent peut-être dans des zones moins bien desservies en transport collectif, qui ne peuvent pas faire 80 km en vélo par définition, ni à pied, et qui donc sont en voiture. Et donc là, Aurélien Bigot le dit lui-même dans sa thèse, ces gens-là vont rester en voiture pendant très longtemps. Le temps je sais pas, qu'on imagine autre chose. Et donc, là, c'est la source d'énergie qui va changer. On est dans une phase d'électrification massive de ces voitures. Donc là, ça m'a interpellé parce que je suis tombé dessus il y a une semaine dans Le Parisien, en lisant le journal. Et voilà, c'est Renault qui fait une grosse campagne de publicité, en fait, pour rappeler que la Zoé, elle existe depuis 2012. Hein, elle a déjà, c'est une grande dame, enfin une vieille dame, elle a 12 ans, qu'ils en ont vendu 420 000. Et leur publicité, c'est de dire que ces 420 000 Zoé, elles ont occasionné, on voit là, 3 millions et quelques de tonnes de carbone, de CO2 évitées. Donc on voit que, et puis à droite, c'est le nombre de kilomètres évités. Donc on voit que les constructeurs automobiles, finalement, maintenant, font du carbone, des émissions de leurs voitures,
enfin, le discours majeur de la vente de leur véhicule. Et cette électrification, je ne rentre pas dans la technologie, mais elle va changer aussi les modes de consommation finalement de la voiture, parce que une voiture thermique, en fait, pour résumer, ça ne consomme pas beaucoup de carbone à être construit, mais ça en consomme beaucoup quand ça roule, puisque ça brûle de l'essence. Une voiture électrique, c'est l'inverse. Ça nécessite beaucoup d'énergie pour être construit, et ensuite, ça consomme quasiment rien. Autrement dit, pour amortir finalement un véhicule électrique en termes de carbone, il faut qu'il roule très longtemps. On considère qu'il est amorti en moyenne hein, au bout de 100 000 km. Et c'est pour ça que ce qui va changer, c'est que les véhicules électriques, en plus, ils sont faits en tant que tels pour durer très longtemps. C'est qu'on va avoir le même véhicule pendant très longtemps. Et c'est pour ça que Renault maintenant a déjà des usines hein, où vous pouvez ramener votre Zoé et ils vous la changent complètement. Ils changent la sellerie, la couleur, la carrosserie, tout ce que vous voulez, mais ils ne changent pas la batterie et toute la partie hard, on va dire, de façon à ce que votre voiture dure très longtemps, même si vous avez envie qu'elle change de look. Donc voilà, il y a tout un marché finalement, une reconfiguration de la mobilité par la voiture qui se met en place en parallèle et qui va aussi changer vraisemblablement nos habitudes et notre façon de considérer la voiture en termes d'urbanisme. Voilà, et puis ça sera peut-être très bientôt la fin de tout cet imaginaire de la liberté totale qu'autorise la voiture. En tout cas, pendant 50 ans, on l'a vendu sur ce critère-là, qui n'est plus aujourd'hui le critère préféré. Et on va repasser, je pense, assez rapidement sur des imaginaires pour recomposer en fait les mobilités dans un autre univers avec d'autres usages et d'autres infrastructures. Même si ce sujet-là a quand même accompagné l'imaginaire collectif un peu à toutes les époques. Ici, vous avez des images de plusieurs époques sur les mobilités du futur et on voit que ça manque jamais d'imagination. Voilà, j'en ai fini avec un peu les vecteurs de mobilité et ce qu'on voit se profiler. Je voulais juste faire un focus avec 3 diapositives sur les datas. Ce qui change en parallèle, c'est que tout ce qui bouge aujourd'hui est connecté. Donc, il y a énormément d'informations qui sont générées par tous les moyens de mobilité et que petit à petit, en fait, ces informations vont communiquer avec les infrastructures. Tout ça pour dire qu'au fur et à mesure que les véhicules deviennent plus autonomes, plus communicants, plus tout ce qu'on veut, en fait, ils peuvent renvoyer des informations à l'infrastructure qui elle-même, en fait, peut muter vers d'autres usages, eux-mêmes peut-être connectés d'ailleurs, etc., etc. Donc, en fait, on assiste avec la connexion des mobilités à une sorte de déspécialisation des infrastructures, une optimisation des espaces réservés à la mobilité et une déspécialisation qui permet, par exemple, c'est la chronospatialité, par exemple, de faire sur une même infrastructure, sur un même espace, à certains moments de la mobilité de personnes, à d'autres moments de la logistique, le week-end de la course à pied, etc. Tout ça avec des systèmes interconnectés de sécurité, etc. Et donc, on peut imaginer en fait des usages dans les infrastructures que l'on ne pouvait pas imaginer avant. C'est comme ça, moi, par exemple, que je pense qu'on va passer petit à petit de l'autoroute à la mobiroute, hein, c'est-à-dire des espaces sur lesquels on peut explorer tout type de mobilité, quel qu'il soit d'ailleurs dans le futur. Et puis, pour conclure cette partie, donc, je voulais juste refaire un petit clin d'œil à la logistique. On a vu tout à l'heure que c'était un tiers du sujet de la mobilité en termes d'émissions. La logistique est en pleine révolution aujourd'hui, sûrement beaucoup plus que les mobilités des personnes. Alors elle, pour le coup, elle n'est pas du tout pépère dans la continuité, comme je le disais tout à l'heure, pour la mobilité des personnes. Donc, on a évidemment tout ce qui touche aux robots, les taxis robots qui suivent les facteurs, etc. Donc, ils peuvent transporter des charges lourdes à pied.
On a la voie des airs. Donc, c'est vrai qu'on a un peu moins parlé là, des drones, etc., pour les transports de personnes. Mais je peux vous dire que tous les grands logisticiens mondiaux travaillent tous sur les livraisons par drone, par ballon, par tout ce qu'on peut imaginer. Donc voilà, ça va réinterroger la logistique urbaine, à la fois les espaces aériens des villes, les sous-sols, et puis la façon aussi dont on peut déplacer en fait des choses sur l'espace naturel de la ville. Voilà, alors pour prendre je suis un petit peu long, mais bon, voilà, j'espère que vous appréciez quand même. Je voulais faire juste un petit clin d'œil à quelques grands urbanistes des mobilités décarbonées. Voilà, ça va peut-être vous surprendre, mais on a l'habitude à la SFU de capitaliser évidemment les enseignements de nos super urbanistes du passé. Donc je vais juste en citer quelques-uns pour vous montrer finalement que, ben, en fin de compte, il y a des grands urbanistes qui ont été des grands théoriciens de la mobilité. L'idée, c'est de faire un petit clin d'œil à ceux d'aujourd'hui qui pourraient devenir les grands théoriciens de la mobilité décarbonée. Donc, le premier, c'est Cerda. Donc, Cerda, bon, ben voilà, c'est le plan de Barcelone. Mais ce que peu de gens savent, c'est que Cerda, c'était un ingénieur ferroviaire et que donc, au tout début de ses travaux, il n'a pas dessiné Barcelone, hein, il a dessiné des schémas qui montrent les itinéraires des tramways et des chemins de fer dans Barcelone. Et c'est comme ça qu'il a inventé ben, ce pan coupé au niveau des carrefours, qui en fait est le pan optimisé pour la giration d'un tramway de son époque. Et comme ben, finalement il trouvait que ces carrefours du coup étaient peu praticables par les piétons, eh ben, il avait inventé en fait la traversée de ces îlots par des allées piétonnes qui, elles, traversaient en section courante et traversaient tous les îlots. C'est ce double réseau en fait de piétons qui a disparu aujourd'hui puisque les îlots se sont densifiés, se sont fermés et n'autorisent plus les passages piétons par l'intérieur des îlots. Mais voilà donc ben, un grand urbaniste donc qui puise ses origines en fait dans une conception de la mobilité. Alors le deuxième c'est Alphand, dont Bruno a beaucoup parlé déjà là, au dernier rendez-vous sur les fondateurs de la SFU. Donc Alphand, effectivement, c'est le premier théoricien de la marche à pied en ville, hein. Voilà, les promenades de Paris sont deux ouvrages qui restent des références. On n'a pas refait depuis, à ma connaissance, d'ouvrage aussi complet sur la façon dont on peut équiper une ville pour finalement se promener et donc marcher à pied. Et voilà, donc je pense que c'est intéressant de mentionner que c'est une invention à la fois française et qui est peut-être à l'origine des scores actuels de la marche à pied en France, hein, qui est quand même un des moyens de transport extrêmement fort par rapport à d'autres pays. Voilà, je voulais mentionner également Arturo Soria y Mata. Donc lui, c'est la ville linéaire qu'il a inventée donc à Madrid, qui existe aujourd'hui, hein. Donc l'idée, c'était de faire un lotissement le long d'un tramway. Soria Imata, il m'a fait marrer parce que c'est un des rares urbanistes qui a son buste dans son quartier. Donc, on voit à gauche là le buste de Soria Imata qui est dans la cité linéaire de Madrid. Le plan à l'époque, c'était très ambitieux, hein. C'était de relier Madrid à Saint-Pétersbourg avec une ville linéaire qui traversait toute l'Europe et qui permettait de loger tous les Européens. Donc, c'était une vraie utopie. Elle a d'ailleurs été également construite en partie à Saint-Pétersbourg. Donc, il y a eu en fait les deux extrémités qui ont été réalisées. Et puis, voilà, cette ville linéaire, elle a eu beaucoup de suites. On pense à l'urbanisme en doigt de gant de Copenhague, hein, qui est très connu. Finalement, chaque doigt de gant est un petit peu une déclinaison de la ville linéaire desservie par les transports collectifs. Et puis également, il y a un ouvrage par un de nos sociétaires, donc Bernard Trey, hein, qui nous a quittés en 2022 et qui avait écrit un livre qui s'appelle La Longue Ville. On avait mis
Sur le site internet de la SFU, vous trouverez rapidement la référence vers la conférence qu'il avait donnée sur ce sujet-là et qui, en fait, il avait fait la démonstration qu'avec 60 km de long, de longues villes, dans sa conception à lui, on pouvait loger 1 million d'habitants et se passer de la voiture. Voilà. Donc il y a eu ce type d'urbanisme, on pourra en parler dans le débat, linéaire, qui permet de peut-être d'écarter un petit peu la voiture des sujets de mobilité. Et puis je voulais citer Eugène Hénard, donc là aussi Bruno a fait un développement la dernière fois. Voilà, donc Hénard, c'est lui qui a inventé le, le giratoire. Ce qui est très intéressant chez Hénard et qui doit nous interroger aujourd'hui, c'est que à l'époque, donc dans les années 10, il a dessiné des villes où il considérait toutes les mobilités en même temps, y compris les mobilités verticales. Il avait dessiné, comme l'avait dit Bruno la dernière fois, des espèces de drones sur les toits, donc une vision extrêmement visionnaire, mais aussi extrêmement complète des mobilités entre elles. Mais par contre, il dessinait tous ces giratoires avec des chevaux et des calèches. Donc voilà l'exemple typique de quelqu'un qui était extrêmement visionnaire dans l'organisation des mobilités, mais qui n'avait pas vu, même s'il en voyait quand même dans la rue, ça commençait à arriver, que la voiture allait prendre le dessus. Et voilà, ça peut peut-être nous interroger sur ce qu'on fait aujourd'hui, où on décide encore beaucoup de choses en considérant la voiture, et sûrement qu'on ne voit pas qu'il y a autre chose qui est en train d'arriver et qui va peut-être faire que tout ça va changer complètement d'ici une vingtaine d'années. Voilà un petit peu la réflexion que je m'étais faite. Et puis ensuite, bon, ben voilà, donc la création de la SFU, Cornudet, tout ça, évidemment, on en parle tous les jours dans la Société des urbanistes. Le premier cours d'urbanisme en 1933 qui est assez intéressant parce qu'il commence à structurer, en fait, il y a un chapitre entier sur la mobilité dans ce premier cours d'urbanisme du monde, hein. C'est le premier cours d'urbanisme du monde par René Danger. Et puis les rendez-vous de la SFU qui apparaissent en 2020. Et voilà que je voulais quand même rementionner parce qu'il y en a beaucoup, dans beaucoup de ces rendez-vous, on a parlé de mobilité. Donc, dans le rendez-vous densité-intensité, urbanisme et santé, dans les lieux et les usages, dans l'art dans la ville, on en a parlé, dans les migrants, là, les migrants dans la ville, l'énergie, j'en ai parlé, dans les enjeux transfrontaliers avec la Suisse. Donc voilà, donc finalement, tout ça pour dire que si vous revisionnez tous les rendez-vous de la SFU, ben, vous devenez un expert en mobilité et avec celui d'aujourd'hui en mobilité décarbonée. Voilà, donc j'avais presque fini. Je voulais lancer le débat finalement avec une sorte de petite synthèse, c'est-à-dire c'est un petit clin d'œil aussi, c'est d'abord pour inviter, s'il y a des jeunes urbanistes qui nous écoutent, pour les inviter finalement à se saisir de ce sujet de la mobilité parce qu'il est passionnant et parce qu'il est vraiment à la racine hein, finalement de beaucoup de sujets d'urbanisme. Et si j'avais juste 4 conseils à leur donner, qui résument un peu tout ce que je viens de dire, c'est que pour travailler sur la décarbonation des mobilités, il faut d'abord considérer peut-être que la voiture est une parenthèse dans l'histoire des villes et que donc il faut bien connaître l'histoire de ces villes. Voilà, c'est quand même une petite parenthèse qui va durer 100 ans à 150 ans dans la longue histoire des villes. Donc déjà, peut-être partir de ce principe, c'est intéressant. Ensuite, il faut connaître quelques règles quand même qui gouvernent les mobilités. J'ai essayé d'en distiller quelques-unes là tout au long de l'exposé. Ce qui est important, c'est de se faire une liste des idées reçues et à chaque fois de se demander comment est-ce qu'on peut les travailler. Et puis être au courant des nouvelles technologies, voilà, ça change tous les jours. Donc il faut suivre ça de très près. Ensuite, avec ce petit bagage, on peut commencer à prévoir et à planifier. Donc, ce qu'on voit quand même arriver très vite, c'est une électrification massive et rapide de toutes les mobilités individuelles. Un sujet dont on peut se saisir, c'est le ZAN. Le ZAN aura-t-il un impact fort sur les mobilités et quel sera-t-il? Et puis, d'avoir, quand on fait de l'urbanisme, finalement, toujours en tête ces notions de rapport entre les densités, les formes urbaines, les cadres de vie, la sociologie et la façon dont on se déplace.
Et puis ensuite, on aménage. Donc, pour aménager, moi, les conseils que je donne aujourd'hui aux jeunes étudiants, c'est d'abord de considérer les infrastructures comme des espaces à usage indéterminé. Voilà, c'est pas parce qu'aujourd'hui il y a des voitures, on l'a démontré dans tous les centres-villes, ils étaient remplis de voitures il y a 20 ans et aujourd'hui il y en a au moins 10 fois moins. Donc les infrastructures de transport peuvent changer d'usage et elles vont changer d'usage de plus en plus. Donc considérer ça comme des espaces et non pas des infrastructures finalement. Ensuite, il faut quand même faire attention parce que plus c'est petit, plus c'est compliqué. Et là, vraiment, je parle en connaissance de cause. C'est plus facile finalement de dessiner un tramway dans une ville qu'une piste cyclable. Et c'est beaucoup plus facile de dessiner une piste cyclable qu'un espace piéton qui fonctionne bien. Donc voilà, il faut inverser en fait les complexités par rapport aux mobilités que l'on traite. Et puis derrière tout ça, je pense il faut renouer en fait avec l'embellissement dans les mobilités. Et ça, c'est un sujet donc, dont on pourra reparler au titre de la SFU. Et puis, ben voilà, dernier conseil, soyez passionnés et passionnants parce que le sujet le mérite bien. J'en ai fini avec la présentation. J'arrête le diaporama et je vous invite à rebrancher vos caméras et vos micros.